Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un cas qui a amené une petite communauté australienne à son fond, un cas rempli d'espoir, de questions inespérées et d'une recherche désespérée pour la justice. C'était le 25 mars 2022, à Mayfield, un quartier silencieux de Newcastle, en Australie. La 21 ans de Mackenzie Anderson, connue par ses amis comme Max, était à la maison dans son appartement modeste à Creber Street. Elle était une jeune mère, sa vie se déroulait autour de son fils. Environ à 10h40, un appel frantic a reçu la police locale. Un voisin, étonné par les cris, a rapporté une disturbance à l'unité de Mackenzie. La police s'est appuyée sur le signe. Quand ils sont arrivés à l'appartement de Creber Street, ils ont trouvé un site horrible. Ce cas n'est pas seulement un cas d'une seule nuit. C'est un système, une relation et une série de erreurs qui ont conduit à un résultat inimaginable. Lorsque les investigations ont commencé à réunir les jours qui ont conduit à cette nuit fatale, ils sont revenus à la vie de Mackenzie, ses rêves, ses luttes et les relations qui ont formé son monde, pour comprendre comment les choses sont allées si mal. Née et élevée à Newcastle, New South Wales, Mackenzie s'est élevée dans une famille très proche. Sa mère, Tabitha Acker, un hygiéniste dentaire, était un pilier de soutien, et leur lien était évident dans les tribus d'amour que Tabitha a plus tard partagées. Mackenzie était aussi proche de son père et de ses amis, qui l'ont décrié comme le cœur de leur cercle. Elle avait un sourire pour faire rire les gens, souvent en partageant des snippets de sa vie sur les médias sociaux, où ses vidéos TikTok ont capturé son humour et sa force en tant que jeune mère. Son fils est son monde, et elle a poussé son énergie à créer une vie stable pour lui, malgré les difficultés qu'elle a vécues. La vie de Mackenzie n'était pas facile. Au début de sa vingtaine, elle naviguait les défis d'une seule mère-hood en vivant dans une unité modeste sur la rue Creber. Ses amis ont dit qu'elle était déterminée à se libérer d'un cycle de difficultés, à travailler pour son fils et à rêver d'un avenir plus brillant. Son relation avec Tyrone Thompson, son partenaire ex, a mis un long ombre sur sa vie. Les deux ont commencé à se marier en 2019, et leur relation de retour à retour a été marquée par la turbulence. En octobre 2021, Thompson a été arrêté pour avoir attaqué Mackenzie, l'intimidé et détruit sa propriété. Il a servi une courte sentence, avec un temps de non-parole de juste plus de 4 mois, et a été libéré le 9 mars 2022. Un ordre de violence apprécié a été mis en place pour garder Thompson à l'étrange de Mackenzie, prohibant aucun contact ou visite à sa maison. Mais les amis de Mackenzie ont révélé plus tard qu'elle vivait en constante peur, convaincue que Thompson allait venir chercher elle une fois qu'il était libéré. Elle a envoyé un message à un ami, disant « Mon ex Tyrone vient de sortir de prison de ce qu'il m'a fait et est toujours bizarre et me harasse. » Il ne pouvait pas durer 24 heures. Malgré l'aveu, Thompson a appelé Mackenzie presque immédiatement après son départ, appelant-la et envoyant des messages de plusieurs comptes sociaux. Des amis ont dit que Mackenzie avait l'impression de s'être emprisonnée, cassée entre la peur et l'espoir que les choses pourraient se stabiliser. Un détail frappant a émergé plus tard. Mackenzie avait demandé un nouveau set de couteaux pour l'année de Noël 2021, un cadeau pratique pour sa maison. Ces mêmes couteaux viendraient plus tard faire partie de la tragédie. La nuit du 25 mars 2022 a commencé comme n'importe quelle autre nuit dans le quartier calme de Mayfield. Mais sous la surface de cette nuit ordinaire, une tragédie s'est déroulée, une tragédie qui aurait laissé une communauté en choc et une famille détruite. L'appartement de Mackenzie sur la rue Creber était un petit, inassumable unité dans un bloc de ville, le genre de lieu où les voisins se connaissaient par visage, si pas par nom. Cette nuit, elle n'était pas seule. Un ami masculin, dont l'identité était bien gardée dans les rapports d'avant, était avec elle, avec son fils, qui était probablement dormant dans son quartier. Tyrone Thompson, son partenaire ex, était aussi présent à un moment dans la nuit, malgré l'ordre de violence apprécié qu'il arrêtait de lui contacter ou visiter sa maison. Les détails de l'arrivée de Thompson à son appartement restent moquants, mais les rapports de courtoisie ont plus tard révélé qu'il avait été demandé de partir plusieurs fois ce soir. Son refus de s'adapter a mis en scène ce qui allait devenir une confrontation dévastatrice. Alarmé, le voisin a appelé les services d'urgence, en décrivant une scène qui sonnait dire, une voix de femme en distress, une voix d'homme criant, et l'esprit inévitable que quelque chose n'était pas très bien. Les mots exacts de l'appel n'étaient pas publiés, mais l'urgence était claire suffisamment pour provoquer une réponse immédiate de la police de la ville de Newcastle. Lorsque les policiers sont arrivés au bloc d'appartements, ils se sont rencontrés avec une vue étonnante. Mackenzie se trouvait sans vie sur la vérande à l'extérieur de sa unité, son corps entouré de sang. La scène était chaotique, avec les paramédics bientôt rejoignant les policiers dans une tentative française de la sauver. Malgré leurs efforts, Mackenzie a été prononcée morte sur scène, ses blessures trop sévères pour l'éviter. Son fils enfant, trouvé à l'intérieur de l'appartement, a été merveilleusement désarmé. Le superintendant local Wayne Humphrey a plus tard décrit la scène comme horrible. La police a trouvé un homme sur scène, plus tard identifié comme Tyrone Thompson, assis cross-legged au sommet des escaliers communaux, son doigt bleu et blessé. Il était lourd, demandant l'attention médicale pour sa blessure, même si les policiers se sont concentrés sur l'obstacle à la main.
Un couteau ont été retrouvés près de Mackenzie, évidence puissante de la brutalité qui s'est déroulée. Thompson a été arrêté et emmené à l'hôpital John Hunter, sous garde de police pour le traitement de son blessure. Ce qui a posé des questions immédiates sur son rôle dans les événements. Ce qui a précédé cette tragédie était une série d'événements qui avaient été en train de se construire pendant des semaines. Après sa libération de la prison le 9 mars 2022, Thompson n'a pas perdu le temps de détruire Lavaux. Il a commencé à contacter Mackenzie, lui appeler, lui envoyer des messages de plusieurs comptes sociaux, et même d'appeler les gens proches de son nouveau partenaire. Des documents de la cour ont été révélés plus tard que Mackenzie avait passé beaucoup des 6 derniers jours avec Thompson, malgré sa peur de lui. Des amis ont dit qu'elle s'était emprisonnée, insure de comment se libérer de ses essais persistants de se reconnecter. Ce soir, une réunion à son appartement inclut Thompson et son ami masculin, même si les dynamiques exactes restent inévitables. Ce qui est connu est que les tensions ont escalé. L'ami masculin, qui s'était laissé plus tôt ce soir, est revenu pour le vérifier, seulement pour voir une scène horrible. Thompson est resté au-dessus de Mackenzie, qui était déjà sur le sol. Les chercheurs ont appris plus tard que Mackenzie avait essayé de se protéger pendant les semaines suivantes à ce soir. Elle avait appelé les groupes d'avocats de violences domestiques, leur envoyant un email pour demander l'aide avec des mesures de sécurité comme des caméras et des portes renforcées. Le soir du 25 mars n'a pas été une explosion de violence, mais la culmination d'une manière de contrôler et d'intimider. Thompson avait été en prison en octobre 2021 pour attaquer Mackenzie, l'intimider et détruire son propriété, mais le système l'a permis de revenir dans sa vie, juste 16 jours avant sa mort. Lavaux, censé être son épaule, n'était plus qu'un morceau de papier. Lorsque le choc a été résolu, le district de la police de Newcastle, sous la bannière de Strike Force Slant, a lancé une investigation ridicule pour découvrir ce qui s'est passé dans ces moments finals chaotiques. L'investigation a commencé avec la scène de crime. Les détectives ont étendu ridiculement l'appartement de Mackenzie, cataloguant chaque détail. La vérande où elle avait été retrouvée était un point focal, marqué par des traces de sang et les restes détruites d'un couteau. Les équipes de forensics ont collecté les fragments, sachant qu'ils pouvaient tenir des preuves critiques sur l'arme et son porteur. À l'intérieur de l'appartement, les policiers ont trouvé des signes d'une disturbance, de l'abandonnement, d'objets écrasés, et des traces de sang qui indiquaient une confrontation qui avait changé de l'intérieur à la vérande. L'évidence numérique est devenue un point focal de l'investigation. Les comptes de Mackenzie sur son téléphone et sur les réseaux sociaux ont révélé un chemin de peur et de désespoir. Les investigateurs ont trouvé des messages entre Mackenzie et Thompson, indiquant qu'ils avaient été en contact depuis son départ. Certains échanges étaient tensifs, d'autres, étrangement amicaux, suggérant une dynamique complexe. Thompson avait aussi envoyé des messages aux personnes proches de son nouveau partenaire Mackenzie, tentant de récupérer de l'information ou d'assurer le contrôle. Ces communications, tirées des réseaux sociaux et cross-référencées avec des enregistrements téléphoniques, montraient qu'il avait brûlé Lavaux plusieurs fois, en l'appelant via des appels et des comptes de réseaux sociaux. Les investigateurs ont aussi exploré les relations plus étroites de Mackenzie. Ils ont interviewé sa mère, Tabitha Hacker, qui a partagé les peurs de sa fille sur Thompson. Dans un discours à la cour, plus tard rapporté par le Newcastle Herald, Tabitha a dit « Mackenzie a vécu de peurs constantes après la sortie de Tyrone. Elle m'a dit qu'il ne la laisserait pas partir. » Des amis l'ont écouté, en décrivant comment Mackenzie avait confié sur les attentes persistantes de Thompson pour se reconnecter. Un ami a dit à la police qu'elle voulait protéger son fils, mais qu'elle se sentait entraînée, comme s'il n'y avait pas d'échec. Pendant la question de la police, les témoignages de Thompson ont été gardés, mais révélés. Selon des rapports à la cour, plus tard cités par le Newcastle Herald, il a déclaré que l'incident était « un malentendu chaotique ». Il a admis être à l'appartement de Mackenzie ce soir, malgré Lavaux, mais a insisté qu'il avait été invité. Il a décrit un argument qui s'est escalé, allégeant que Mackenzie avait été l'agresseur, portant un couteau dans un moment froid. Son compte a peinté une photo de se défendre, déclarant que son blessure de main venait d'essayer de la détruire. « Elle m'est venue et j'ai juste réagi », a-t-il récemment dit aux détectives, même si son histoire a changé sous la scrutiny, avec des inconsistances sur la séquence des événements. Il n'a pas refusé de la détruire, mais ses explications ont essayé de s'aligner avec l'évidence physique, le couteau brisé, les blessures fatales de Mackenzie et les comptes de témoignages de sa désespérance pour s'échapper. Les détectives ont pressé Thompson sur ses actions dans le cadre de l'incident. Ils l'ont confronté avec de l'évidence de ses blessures répétées d'Avo, y compris des messages et des appels à Mackenzie et à ses partenaires. Thompson les a détournés, disant qu'il essayait de « résoudre les choses » et de maintenir une connexion pour s'occuper de leur histoire partagée. Mais les emails de Mackenzie au groupe d'avocats, exprimant peur qu'ils viennent pour elle, ont contradit son histoire. La police a également examiné les interactions de Thompson avec un ami masculin de Mackenzie, qui était présent ce soir, pour vérifier si la jalousie ou la rivalité ont poussé la confrontation. Lorsque Thompson est resté en garde, l'investigation a continué à solidifier le cas.
Les rapports forensiques ont confirmé la sangle de Mackenzie sur le couteau, et la DNA de Thompson était présente sur le manche, renforçant la connexion. L'autopsie de Mackenzie Anderson a révélé qu'elle a souffert 78 blessures en moins de 3 minutes. Le 27 mars 2022, Thompson a été formellement chargé d'un meurtre, d'abattre un avo et d'offenses liées à l'événement de ce soir. La charge d'assassinat a été ancrée par l'évidence comple-linge, les fragments de couteau qui portent la sangle de Mackenzie, les rapports de témoins de ses cris, et la présence de Thompson à la scène avec une blessure susceptible. Des charges supplémentaires ont inclus un comportement intimidant, qui reflète son modèle de harcèlement dans les semaines précédentes. Le motif, alors qu'il n'a pas été expliqué explicitement par Thompson, a émergé par les découvertes de l'enquête. Les détectives et les experts de violences domestiques consultés par Strikeforce Slant ont conclu que les actions de Thompson étaient conduites par une nécessité de réasserter le contrôle sur Mackenzie, qui avait essayé d'avancer avec sa vie et de protéger son fils. Son histoire d'assaut et d'intimidation, combinée avec son contact indifférent après la prison, suggérait une refusée de la laisser partir. La présence d'un ami masculin de Mackenzie ce soir a peut-être été un catalyseur, intensifiant la fixation de Thompson. Les charges contre Thompson étaient un pas vers la justice, mais elles ont également souligné les erreurs qui l'ont permis de rester une menace. Au début de l'année 2025, l'enquête a atteint une joncture critique dans la Cour suprême de Newcastle, où l'enquête sur la justice pour la mère de 21 ans s'est déroulée. Initialement préparée pour un trial de 4 semaines à partir du 7 avril 2025, l'enquête a pris un tour dramatique quand Tyrone Thompson, alors 25 ans, a changé sa prétention. Le 1er avril 2025, dans la Cour suprême de Newcastle, il a pleuré à cause de l'assassinat de violence domestique de Mackenzie Anderson, qui a arrêté la nécessité d'un vrai trial. Cette prétention est venue après des années de dénial, pendant lesquelles il a maintenu sa stance non guilty, même si l'évidence l'a monté contre lui. L'enquête guillotine a été un moment signifiant, qui a libéré la famille de Mackenzie du souffle d'un trial protracté, mais qui a changé le focus à l'entente de sentence où la Cour déterminera les conséquences de ses actions. L'entente, condamnée par le juge Richard Weinstein, est devenue un moment pivotal pour tous les impliqués. La prosecution, condamnée par le juge de la Croix, Brendan Quinnan, a présenté un cas étonnant. Ils ont argué que les actions de Thompson le 25 mars 2022 étaient une brutale culmination d'un modèle de contrôle et de violence. Les documents de la Cour détaillaient comment Thompson, en parole pour des offenses de violence domestique précédentes contre Mackenzie, a ignoré un ordre de violence apprécié et a brûlé dans son appartement de Mayfield 2 fois ce soir. En utilisant 2 couteaux de cuisine, il l'a frappé 78 fois en moins de 3 minutes et a attaqué si férocement que l'un des couteaux s'est frappé. La prosecution a emphasisé la vulnérabilité de Mackenzie, en notant ses attentes répétées pour chercher la sécurité par des groupes d'avocats et sa peur que Thompson l'attaquerait après sa libération. La défense, représentant Thompson, a acknowledgé accent aigu la gravité de ses actions, mais a cherché la légitimité en soulignant les facteurs de mitigation. Ils ont argué que les problèmes de santé mentale de Thompson et le background dévastateur ont diminué sa culpabilité morale. En rapport avec Newcastle Weekly, ses équipes juridiques ont soumis qu'il n'était pas psychotique à l'époque du crime, mais qu'il avait un problème d'instabilité émotionnelle, ce qui a contribué à l'escalade. Une lettre d'apologie de Thompson a été tendue, dans laquelle il a exprimé sa regretté, en lui disant « Aucun mot ne peut supprimer la douleur et la dévastation que j'ai causée pour quelqu'un que j'ai vraiment aimé ». Cependant, la prosecution l'a déclenché, avec Quinnan notant « Il y a un certain élément de blâme victime, qui indique à l'accusation de Thompson que la relation était très physique avec nous deux parfois ». La justice Weinstein, inquiète de la sincérité de la lettre, a remarqué qu'elle avait offert un peu d'insight vers la vraie remorse. Le 1er mai 2025, la justice Weinstein a délivré la sentence. Thompson a été en prison pour un maximum de 22 ans et 6 mois, avec un temps de non-parole de 15 ans et 6 mois, ce qui l'a rendu admissible pour le parole en 2038. Le juge a décrié l'attaque comme un acte de frénésie de telle férocité qu'il a laissé la famille de Mackenzie détruite, notant leur inutilité, désespérance et haine. Il a acknowledgé accent aigu les facteurs aggravants, y compris le fait que Thompson était en parole au moment de l'attaque, et que Mackenzie était une victime de violences domestiques. Le juge a également noté que Thompson avait une histoire de violence et de non-conformité avec les ordres de la Cour. La sentence de Thompson a été un soulagement pour la famille de Mackenzie, qui avait cherché la justice pour leur fille. La mère de Mackenzie, Tabitha Acker, a déclaré que la sentence était un pas vers la guérison, mais que la douleur de perdre sa fille ne disparaîtrait jamais. Le cas de Mackenzie Anderson est un rappel tragique des dangers de la violence domestique et de l'importance de protéger les victimes. Il souligne également la nécessité d'un système judiciaire qui tienne les agresseurs responsables de leurs actes et qui offre un soutien adéquat aux victimes. La communauté de Newcastle a été profondément affectée par la mort de Mackenzie, et son cas a suscité un débat national sur la violence domestique en Australie. Les organisations de lutte contre la violence domestique ont appelé à des réformes législatives et à des investissements accrus dans les services de soutien aux victimes.
Le souvenir de Mackenzie Anderson vivra à travers les efforts de ceux qui luttent pour mettre fin à la violence domestique et pour s'assurer que personne d'autre n'ait à subir le même sort. Son histoire est un appel à l'action, un rappel que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'une société plus sûre et plus juste pour tous.